Ah oui, parce que c'est donc officiel, les États-Unis et l'Union européenne ont trouvé un accord commercial. Les exportations européennes vers les États-Unis seront taxées à 15%. C'est moins que les 30% initialement évoqués par Donald Trump, mais c'est plus que les 10% appliqués actuellement. Pour tout comprendre, je reçois Nicolas Gutzmann. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef économiste de la financière de la Cité. Les réactions tout d'abord à cet accord commercial en 2 mots. Donald Trump qui affirme que tout le monde va gagner beaucoup d'argent, c'est ce qu'il dit. La présidente de la Commission européenne, elle, Ursula von der Leyen, évoque un bon accord. Est-ce qu'on peut parler, Nicolas Gutzmann, d'un accord gagnant-gagnant ? Alors, non, vraiment pas. En fait, donc les Européens acceptent aujourd'hui de payer 15% de droits de douane sur la plupart des produits aux États-Unis. Ils acceptent également d'investir environ 600 milliards d'euros de dollars aux États-Unis et d'acheter davantage de produits énergétiques aux États-Unis. Donc, il n'y a aucune concession de la part des États-Unis et l'ensemble des mesures qui ont été prises hier sont en faveur des États-Unis. Mais tout cela pour une raison relativement simple, c'est que la stratégie économique européenne est de faire peu de croissance, contrairement aux États-Unis. Quand on regarde la croissance de la consommation américaine depuis 5 ans, c'est plus 15%, comparativement à la zone euro où c'est plus 3%. Donc évidemment, dans ces conditions-là, on a une situation qui est tout à fait déséquilibrée. Et aujourd'hui, en fait, les Européens sont prêts à payer ce prix-là pour pouvoir avoir accès au marché américain. Mais ce qui veut dire également que les Européens, en fait, finalement, rechignent aujourd'hui à changer de modèle, préfèrent conserver un modèle qui apparemment ne fonctionne pas, qui les met dans une situation de vulnérabilité extrême et qui pourrait pourtant choisir de développer un modèle qui soit similaire à celui des États-Unis, c'est-à-dire qui permet de soutenir justement la consommation et l'investissement en Europe. Est-ce que l'Europe va imposer en retour 15% de droits de douane sur les exportations américaines ? C'est prévu ou pas ? Est-ce qu'il y aura d'une certaine manière des mesures de rétorsion vis-à-vis des États-Unis ? Non, absolument pas. C'est-à-dire que les États-Unis aujourd'hui vont avoir accès au marché européen quasiment sans droit de douane, alors que les Européens vont devoir payer effectivement les 15% du côté américain. Mais tout cela est vraiment le résultat de cette situation que je vous décrivais, c'est que si vous avez un marché qui a une croissance forte, tout le monde veut y accéder. C'est pour ça qu'aujourd'hui le monde entier se bat pour pouvoir accéder au marché américain, alors qu'en fait le marché européen est assez peu attractif puisqu'il n'y a pas de croissance. Donc ça veut dire qu'on a plié. Concrètement, on a plié face aux États-Unis. L'Europe a plié, Nicolas Gutzmann. Alors, on a plié pour pouvoir préserver un modèle qui pourtant est inefficace. Alors expliquez-nous en quoi il est inefficace précisément, Nicolas Gutzmann. Je pense que tout le monde peut s'en apercevoir quand depuis, on va dire, la crise de 2008, l'absence de croissance qui peut exister au sein de la zone euro et en Europe en général est le fruit également d'une stratégie, des politiques qui ont été mises en place. Et quand on regarde du côté américain, on voit que ce soit au niveau du pouvoir budgétaire ou du pouvoir monétaire, en fait, on a des autorités économiques qui sont vraiment là en soutien à la croissance de façon quasiment permanente, ce qui permet aux entreprises américaines de pouvoir surfer sur un marché domestique qui est très puissant. Vous avez énormément de clients qui sont là, la croissance de la consommation est toujours là, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et en Europe, on a plutôt un modèle qui tend, on va dire justement, à essayer de limiter les coûts, limiter les salaires pour pouvoir être le plus compétitif possible. Et quand vous voyez dans les débats politiques, notamment en France, l'importance du mot compétitivité, vous comprenez ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et vous comprenez ce qui est en train de se passer et avec un modèle, encore une fois, économique qui cherche vraiment à exporter tout ce qui produit à l'extérieur, mais pas forcément à importer davantage avec plus de consommation. Comment s'en sort la France dans cet accord ? Est-ce qu'on s'en sort mieux que les autres pays européens ? Alors, la France est un peu l'anomalie dans le système européen, c'est-à-dire qu'on est peut-être le pays qui, justement, cherche le moins, on va dire, cette guerre de la compétitivité, ce qui veut dire qu'on est moins dépendant du marché américain que ne l'est par exemple l'Allemagne aujourd'hui, l'Irlande ou d'autres pays. Donc, on n'est pas le pays qui va en souffrir le plus, mais évidemment, ensuite, il y a beaucoup de secteurs qui exportent vers les États-Unis qui vont être affectés par cette situation-là. Par contre, un niveau de tarif de 15%, alors c'est important, mais je pense que ça permet tout de même encore de continuer à commercer avec les États-Unis. Et aujourd'hui, il est aussi important de regarder, parce que l'ensemble de la planète aujourd'hui va être affecté par ces tarifs-là. Et finalement, comparativement, on va se retrouver au même niveau que les Japonais, donc on perd pas de compétitivité par rapport aux Japonais. Par rapport aux Chinois, qui aujourd'hui ont des tarifs qui sont de l'ordre plutôt de 50% et un peu plus, là on se retrouve un petit peu avantagé. On est un petit peu désavantagé par rapport aux Britanniques qui sont
eux, à 10%. Mais globalement, à 15%, on risque d'être dans la fourchette basse de l'accès au marché américain. Donc de ce côté-là, ça va peut-être assez bien, mais ça veut dire quand même qu'on va quand même payer pas mal d'argent aux États-Unis. Et aujourd'hui, les rentrées fiscales américaines qui sont dues aux tarifs sur les 3 premiers mois de l'exercice avec les droits de douane, c'est déjà 100 milliards de revenus qui ont été accumulés aux États-Unis. Ouais, c'est quand même assez énorme. Quelles seront il y aura des filières, il y aura des filières impactées en France, lesquelles en particulier? Est-ce que il y en a qui vont plus souffrir que d'autres? Bon, en France, on a, pour le coup, c'est notamment le secteur aéronautique, mais là, selon les détails qu'on a actuellement, a priori, on n'aurait peut-être pas exemption a priori. Oui, sur ce secteur-là, donc ça c'est plutôt favorable. Ouais. Ensuite, ce qu'on entend beaucoup, effectivement, c'est la filière agricole, et notamment pour le vin, où là, on va y revenir dans un instant. Ouais. Là, particulièrement, ça va être dur. Voilà, là ça va être touché. Ensuite, il y a aussi le luxe qui va être touché, mais là je pense qu'il y a une capacité d'absorption par le secteur de ces tarifs-là. Oui. Donc encore une fois, quand on regarde la balance commerciale européenne, ça c'est peut-être un petit peu le problème, c'est que le déficit, enfin l'excédent commercial que les Européens ont sur les États-Unis est principalement réalisé sur le secteur automobile et le secteur pharmaceutique. Or, ces deux secteurs-là ne sont pas plus sanctionnés que les autres, c'est-à-dire qu'en gros, les secteurs notamment qui sont représentés par la France, on va dire, vont payer pour les autres, et notamment la pharma irlandaise qui est aujourd'hui vraiment la tête de proue de l'excédent européen et qui est vraiment le secteur le plus problématique en Europe aujourd'hui. Sur un accord commercial comme celui-ci, c'est la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a négocié. Est-ce qu'il serait préférable que la France récupère cette compétence? Qu'est-ce que ça aurait changé? Je pense pas que ça aurait changé grand-chose aujourd'hui. Il s'agit quand même de pouvoir négocier à 27. Je pense que dans tout le processus de négociation, les ambassadeurs de chaque pays ont été tenus au courant et ont donné sans doute leur aval justement à ce qui se passe. Sans doute hier également, ces ambassadeurs-là ont été consultés et ont dû donner leur approbation à l'accord. Donc on va dire, Ursula von der Leyen n'a pas fait son accord tout seul dans son coin. Il y a eu quand même une approbation de chacun des pays à ce qui est en train de se passer. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, les capitales européennes vont découvrir vraiment les détails de ces accords, mais ils ont dû être tenus au courant du processus, tout au long du processus. Un grand merci pour toutes ces explications, Nicolas Guzman, chef économiste de la financière de la Cité. Merci, c'était très intéressant. Merci à vous et bonne journée. Allez, tout de suite, coup de projecteur. On en parlait il y a quelques instants sur l'un des secteurs qui va être durement impacté par ces droits de douane à 15%. C'est la filière viticole. Bonjour Didier Cousinet. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Soyez le bienvenu. Vous êtes le président de l'association Viti 33 qui représente les producteurs de vin de Bordeaux. Comment vous réagissez tout d'abord à cette annonce de 15% de droits de douane, avec une forme de soulagement ou pas? Écoutez, on s'y attendait un petit peu. C'est pas les pourcentages annoncés auparavant. 15%, c'est toujours 15% de trop, comme me disait votre invité avant moi. Ça va sévèrement impacter la filière viticole. J'ai des amis qui ont des commandes en attente de cette décision et aujourd'hui, en fin de la semaine, là, ils vont savoir si les commandes sont fermes ou divisées par 2, par 3 ou voire même annulées. Donc c'est un coup de massue supplémentaire pour la viticulture française. Qui va le plus trinquer ici avec cette augmentation des tarifs douaniers? Écoutez, l'agriculture, je pense en général, française va trinquer puisqu'on n'exporte plus rien, on importe plus de produits qu'on en exporte et ça c'est malheureux. On est quand même un garde-manger français et excusez-moi, mais on nous fait bouffer de la merde venue d'ailleurs. Et comme disait votre invité tout à l'heure, je pense qu'on a une Europe faible, on n'a pas une Europe qui s'entend. On n'arrive pas à s'entendre entre nous, entre les 27 pays pour le marché, que ce soit viticole ou autre. Donc Trump est en position de force et nous, on n'arrive pas à réagir. Ça veut dire que selon vous, l'Europe ne protège pas assez aujourd'hui la filière viticole, Didier Cousinet? Mais écoutez, déjà en France, on ne la protège pas. Et la France est rattachée à l'Europe comme beaucoup de choses. L'agriculture française est en péril. C'est un effondrement. Alors ici à Bordeaux, je connais un peu les autres régions, mais c'est un effondrement économique qui est en train de se passer. Les vendanges 2025 vont se faire parce qu'on est obligé de ramasser le raisin, mais ensuite c'est un effondrement économique puisque c'est pas le viticulteur qui va trinquer, ce sont les ouvriers, ce sont les prestataires, ce sont les fournisseurs, c'est tout le monde qui va trinquer. Les petits vignerons également. Pardon ? Les petits vignerons également.
Mais il y a plus de petits ou gros viticulteurs. À Bordeaux, tout le monde est impacté. Il y a des gros châteaux qui sont à vendre. Ça se dit pas, mais ça se sait pas. Mais nous, on le sait. Il y a des grosses structures, des beaux fleurons de la viticulture bordelaise qui sont dans une situation catastrophique. Les États-Unis avaient déjà taxé auparavant en 2019 les vins à 15%. Ça avait eu déjà des conséquences très lourdes pour la filière. Oui, bien sûr. Il y a des commandes qui avaient été annulées. Écoutez, 15%, plus 15%, ça fait des sommes. Donc tout le monde regarde à la dépense. Mais aujourd'hui, on s'y attendait à ce qu'on ait quelque chose. Bon, je peux pas trop en parler puisque je connais pas le dossier entièrement. J'ai pas encore revu tous les tenants et les aboutissants. Mais de ce que j'ai eu depuis hier, depuis l'annonce, les viticulteurs de Bordeaux sont très très inquiets. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils prévoient, pour certains, de ne plus exporter du tout aux États-Unis? On en est là ou pas aujourd'hui? Mais écoutez, déjà aujourd'hui, on est dans une situation, comme je vous disais tout à l'heure, plus que catastrophique. Pratiquement 80-90% des exploitations sont en cessation de paiement en redressement judiciaire dans le Bordelais. Se tourner vers où plus personne ne consomme. Les gens se sont tournés vers d'autres boissons. Il y a une déconsommation accrue de vin rouge en particulier. Le Bordeaux est boudé, il y a un Bordeaux bashing, pourquoi, comment, on ne sait pas. Ensuite, on a des attaques de partout. Je vais citer une personne que tout le monde connaît, Madame Lucet, qui n'arrête pas de taper sur le vin. Aujourd'hui, c'est le glyphosate, hier c'était le lendemain c'est ça. Les céréaliers, pareil, les betteraviers sont attaqués de toutes parts. On n'est pas défendu, on n'est pas soutenu en France, je trouve ça dommage, parce qu'on a une agriculture et un fleuron national indéniable. Est-ce que vous pourriez éventuellement compenser avec d'autres marchés étrangers? Est-ce que c'est ce que vous prévoyez de faire? Est-ce que ce sera suffisant? Non, c'est impossible. On avait la Chine qui était, excusez-moi le terme, l'éponge de Bordeaux, puisque quand il y a eu les années florissantes, tout le monde disait ça y est, Bordeaux, et aujourd'hui la Chine a arrêté d'acheter du Bordeaux, d'importer, et c'est un gros coup de massue. Et aujourd'hui les taxes Trump vont donner un frein à l'exportation aux États-Unis et se tourner vers quel autre pays, on ne sait pas. Il y a pas de. On nous disait il y a l'Afrique en général, mais on voit que ça se développe pas. Les pays des Balkans et tout ça, avec le conflit, tout est tombé à l'eau. Donc c'est très très compliqué. Et puis tout le monde veut vendre son vin et tout le monde essaye de grappiller les parts de marché des autres. Est-ce qu'il existe une solution aujourd'hui, je vous pose la question, Didier Cousinet, pour maintenir à flot, si je puis dire, la filière des vins de Bordeaux, la filière viticole? Alors écoutez, ça fait 20 ans que je me bats à Bordeaux avec le collectif, ça fait des années qu'on prône l'arrachage massif. Bon, aujourd'hui à Bordeaux, on va arracher environ, quand on va avoir terminé toutes les propositions d'arrachage, environ à 30 000 hectares, mais c'est encore trop. Il faudrait en arracher encore à mon avis, entre 10 et 20 000 de plus. C'est malheureux, mais si on veut continuer à ce que quelques-uns survivent, il faut aider, puisque la population est vieillissante, aider les retraités à partir dignement. Et là, il faut que l'Europe et surtout la France mettent la main à la poche pour payer des arrachages, des distillations, pour aider les gens à partir dignement et que ceux qui restent puissent vivre dignement de leur métier enfin. Les vins de Bordeaux taxés à 15%, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça ne sera peut-être pas le cas des spiritueux. C'est ce qu'indique le Figaro. Il pourrait être exempté de cette augmentation de 15%. Est-ce que vous avez un sentiment d'injustice ici ? Oui, injustice bien sûr, mais vous savez, les spiritueux, ils sont, excusez-moi le terme, dans une merde comme nous, pas possible. Ils avaient l'embellie il y a quelques années, mais là, ils sont tombés dans les oubliettes. Il faut que tout le monde vive. On va pas être jaloux des uns des autres parce qu'il y en a un qui a 10%, 15%, 5%. Le moindre pourcent aujourd'hui est à prendre en compte. Et que ce soit les spiritueux, les vins ou toute autre culture ou industrie française va pénaliser les exportations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Didier Cousinet. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Viti 33 qui représente les producteurs de vins de Bordeaux. Bon courage à vous, bien évidemment, pour la suite. 9h20 sur Sud Radio. Dans un instant, un tout autre sujet. Le taux d'emploi des seniors qui atteint un niveau record. Comment l'expliquer? La France rattrape-t-elle son retard en la matière? On va en parler avec Serge Guérin. Il est spécialiste des questions liées au vieillissement. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 9h23. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle du taux d'emploi maintenant des 55-64 ans qui a atteint un niveau record en 2024. 60% de cette classe d'âge travaillée, c'est son plus haut niveau depuis 1975. Bonjour Serge Guérin. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation de la société. Déjà, comment vous interprétez cette hausse du taux d'emploi chez les seniors ? Est-ce que c'est une surprise ou pas pour vous ? Non, c'est relativement prévisible et mécanique, puisqu'on a les premiers effets de la loi Borne des années de 2022 et tout ça, donc qui commencent à faire ses effets. D'ailleurs, on voit bien, c'est la génération 1961-62 qui connaît la hausse la plus importante. Donc simplement le fait de dire aux gens de rendre obligatoire de travailler au moins jusqu'à 62 ans a des effets directement automatiques pour ces âges-là. Donc, c'est-à-dire conséquence en partie de cette réforme des retraites qui a repoussé l'âge légal de départ à la retraite. Ça a joué très clairement. Ah oui, en fait, on voit qu'une loi, ça peut fonctionner. Là, dans le cas précis, voilà. Ouais. Ça marche pas à tous les coups, mais là, pour ce coup-là, ça a été très, très efficace. Ouais. Alors, pourquoi le taux d'emploi des seniors baissait-il comme ça de manière finalement inéluctable depuis le milieu des années 70 ? Ça s'expliquait par quoi ? Alors, en fait, là aussi, il y a deux explications. Il y a l'explication, on va dire justement de loi, et puis il y a l'explication, on pourrait dire, sociologique. L'explication des lois, c'est les grandes lois de 1980-1982 qui ont fait passer l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Je rappelle pour nos auditeurs, à partir de 1945, il y a une généralisation des retraites et on met l'âge de la retraite à 65 ans. Juste pour information, en 1945, il y avait à peu près 3 millions de retraités, l'espérance de vie était à peu près de 68 ans et on met la retraite à 65 ans. Et puis aujourd'hui, on est à 18 millions de retraités. L'âge de la retraite remonte à 62 ans et l'espérance de vie, elle est très au-delà de 83 ans. Vous voyez, on a quand même changé sacrément de secteur. Mais donc, en 81, dans les années qui suivent, mais alors tout de suite, il y a une chute très très forte, 15 points à peu près, de l'activité des 55-65 ans, en particulier de l'activité des plus de 60 ans. Et donc, voilà. Et après, d'un seul coup, ils se sont dit, des années plus tard, ils se sont dit, c'était peut-être pas la meilleure idée. Il y a un petit problème parce qu'il y a de plus en plus de gens à la retraite et de moins en moins de gens qui travaillent. Donc le taux comme ils ont un système par répartition, ceux qui cotisent, finalement sont de moins en moins nombreux par rapport à ceux qui bénéficient de la retraite. Et donc progressivement, dans une partie de la population et chez les décideurs, une partie seulement, ils se sont dit peut-être que c'est pas la meilleure solution et donc il faudrait faire remonter. Et donc progressivement, mais avec des allers et des retours, ces choses-là ont augmenté. Donc ça, c'est l'effet vraiment de la loi. Et puis l'autre élément, c'est que dans les têtes, et les têtes suivent pas nécessairement les lois, dans les têtes, en particulier des dirigeants, mais un peu de tout le monde, il y avait l'idée, non, à 60 ans, t'es vieux, t'es dépassé, tu connais rien à l'internet, je sais pas quoi encore, et du coup, c'est vachement mieux de mettre les gens dehors. Et donc, et puis pour les gens eux-mêmes concernés, ils disent moi je suis fatigué, j'en ai marre, le boulot il me plaît pas, et ainsi de suite. Et donc c'est bien mieux de sortir. Et puis dans la tête encore certains, c'est vaut quand même mieux qu'il y ait plus de retraités plutôt que vieux, plutôt que des jeunes chômeurs. Vous voyez, il y a eu tout ça qui a joué. Mais ce qu'il y a derrière vraiment, c'est les représentations associées à l'âge qui restent encore aujourd'hui très négatives. Il y a encore une discrimination liée à l'âge aujourd'hui ? C'est la plus forte dans l'entreprise. C'est la plus forte des discriminations. C'est pas la couleur de peau, c'est pas la religion, c'est pas je sais pas quoi, c'est l'âge. Dans l'idée, c'est non mais là, vous vous rendez compte, à 60 ans, mais il a jamais vu un internet de sa vie. Non mais à 60 ans, sait-il même ce que c'est qu'un ordinateur ? Vous voyez, on est quasiment là encore parfois. J'exagère, mais pas tant que ça. Donc il y a vraiment l'idée que les gens avec l'âge perdent en productivité, perdent en efficacité, comprennent pas les technologies et comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Ça fait beaucoup quand même. Alors qu'on met de plus en plus en avant l'expérience qu'ont ces seniors. Vous avez parfaitement raison. Pour l'anecdote, avec mes étudiants, parfois je m'amuse, je leur dis, on travaille sur l'emploi des seniors par exemple, je dis mais s'il fallait dessiner un objet pour expliquer à des gens par exemple d'origine étrangère ou vous parlez pas la langue, ce que c'est qu'un senior, à 99%, ils me dessinent une canne.
Une canne donc à 60 ans. Oui, voire même moins, parce qu'on est senior dans l'entreprise dès 45 ans. Donc je leur demande combien de vos parents marchent avec une canne quand même. Voilà. Et ensuite je leur dis, bon, maintenant on va arrêter, on va dire, parlons de l'expérience, puisqu'on peut considérer qu'avec l'âge, on gagne en expérience. Vous me direz pas tout le monde. Je suis sûr que vous avez des exemples en vous disant, lui, il a rien appris dans la vie. Mais généralement, on apprend dans la vie. Et donc je dis, comment on dessine l'expérience. Et là, du coup, c'est plus la canne, et à 60%, c'est un livre. Vous voyez, parce que dans leur tête, voilà, les plus âgés, ils ont de l'expérience, mais c'est aussi le livre, ainsi de suite. Mais oui, mais déjà, un livre, c'est quand même sacrément plus positif qu'une canne. Donc, quand on parle d'expérience plutôt que d'âge, finalement, déjà, on gagne. Mais en effet, cette notion d'expérience qui est très, très forte, et toutes les études académiques le montrent, avec l'expérience, généralement, on fait moins de bêtises. Donc, on habille moins, je sais pas moi, si on est à l'usine, on habille moins les objets. Si on est dans un bureau, voilà, ainsi de suite. Et donc, on apprend beaucoup plus. Mais ça reste quand même, c'est pas intuitif. Y compris pour les décideurs, y compris parfois pour des dirigeants qui eux-mêmes ont largement dépassé la soixantaine. C'est pas parce que j'ai dépassé la soixantaine que je regarde mieux les gens qui ont dépassé la soixantaine. C'est vrai que la France, faut le dire, part de loin en tout cas, puisque on est encore en retard sur une grande partie des autres pays européens. Comment on explique cet écart avec nos voisins, Serge Guérin ? Ah oui, cette célèbre exception culturelle française, elle se retrouve là aussi. On était quasiment médaille d'or du non-emploi des seniors. Et avec les lois et ainsi de suite, globalement, on commence à rattraper, mais on est encore en milieu de tableau. Hein. On a encore un écart de 5-6 points par rapport aux autres pays. Comment ça s'explique ? Là, pour le coup, c'est parce que dans l'imaginaire, d'abord, il y a eu tout le travail, tous les éléments, par exemple, sur les pré-retraites. Il y a quand même une certaine période, dans les années 70, vous aviez raison d'en parler, où on mettait en pré-retraite beaucoup de gens avant même 50 ans. Puis il y a aussi tous les régimes spéciaux, voilà, où les gens partaient à la retraite autour de la cinquantaine. Donc quand vous, dans votre tête, vous dites les gens vont partir vers 50 ans, vous n'allez pas les former à 45 ans. Puis du coup, vous dites, s'ils partent à 50 ans, c'est qu'ils sont vieux. Vous voyez, donc ça a aussi construit des représentations, des imaginaires plutôt négatifs. Donc ça a beaucoup joué. Il y a l'idée aussi que les plus âgés coûteraient plus cher. Donc, on préfère des petits jeunes moins chers que des plus âgés plus chers, ce qui marche pas, ce qui en réalité est pas du tout la situation. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a tout ça qui est resté très très fortement. Et je dirais, finalement, ce qu'il y a de plus vieux, c'est nos têtes. Et c'est la tête de ceux qui ont cette idée-là sur les plus âgés. Sachant qu'à 60 ans aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Je dis souvent que l'âge a rajeuni. Quelqu'un qui a 60 ans en 2025... Et le travail, c'est la santé 45, alors, Serge Guérin ? Oui. Plus de seniors au travail, c'est d'abord une bonne nouvelle pour eux ? Mais absolument. Alors évidemment, si votre boulot, il est atroce, si vous aimez vraiment pas ce que vous faites, d'accord, ça arrive évidemment. Mais globalement... Il est physiquement impactant aussi, ça peut jouer, bien évidemment. Oui, bien sûr. Alors, mais c'est d'où l'importance d'ailleurs aussi de faire la prévention, d'où l'importance que le travail soit présente, et ainsi de suite. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que très souvent, les gens tombent en maladie quand ils arrivent à la retraite. Et que même, par exemple, le taux de suicide augmente, et ainsi de suite. Parce qu'après, le travail, le premier élément, c'est l'estime de soi, et l'autre élément, c'est le lien social. Vous savez, Gérard, que vous avez détesté pendant 20 ans, le jour où vous ne voyez plus, du jour au lendemain, il vous manque. Parce que le problème, c'est qu'on perd 50% de nos liens sociaux quand on quitte l'entreprise. Or, ce qui fait le sel de la vie, c'est d'abord les autres. Nous sommes des animaux sociaux et c'est le lien avec les autres. Alors si en plus vous avez la grande idée de déménager tout de suite après, donc vous perdez aussi vos voisins, ça commence à être sévère comme situation. C'est difficile à vivre. Aujourd'hui, c'est quoi le profil des seniors qui continuent de travailler ? Est-ce qu'on observe ici des disparités sociales ? En gros, est-ce qu'on continue de travailler d'abord pour des raisons financières, Serge Guérin ? Alors, on continue à travailler pour deux éléments. Un, pour des raisons financières. Il y a des gens qui ont... Parce que le dernier salaire, première pension, ça fait mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau des retraites baisse et va baisser de plus en plus. Et donc, les gens se retrouvent souvent avec des difficultés de pouvoir d'achat dans certains cas. Donc là, ils se disent, oh là là, j'avais pas vu ça comme ça, c'est compliqué, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et on trouve ça en particulier, évidemment, chez les gens qui ont des petites retraites, qui ont eu des petits salaires, et ainsi de suite, qui se retrouvent dans des situations parfois difficiles. Alors, certains vont travailler de manière discrète, au noir, d'autres vont se mettre en auto-entreprise, et ainsi de suite. Enfin, il y a de plus en plus de systèmes. Mais voilà. Et je dirais qu'heureusement qu'ils sont là, parce que souvent, ces gens-là, c'est par exemple ceux qui vont faire le plombier, ceux qui sont super bricoleurs, ceux qui vont aller garder les chats, les chiens, que sais-je encore. Et on est sacrément content de les trouver. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui ont plutôt une expertise beaucoup plus valorisée,
Et eux, comme on a besoin de leur expertise, on les garde, on les conserve, ils montent une boîte à côté, ainsi de suite, et eux se rémunèrent évidemment beaucoup mieux. Donc les différences sociales se retrouvent là aussi. Pour conclure rapidement. Mais l'autre élément derrière, c'est qu'il y a plein de gens qui disent mais je le fais parce que en fait j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me sentir utile. Alors il y a plein de manières d'être utile. Le bénévolat en est une. Et heureusement que les retraités, les seniors sont là pour le bénévolat. Dans les villes, un tiers des élus, en particulier des petites communes, sont des retraités. C'est pratiquement des fonctionnaires gratuits. C'est aussi malheureusement les aidants qui accompagnent un proche qui est en situation extrêmement difficile. Enfin voilà, il y a plein de situations quand même comme ça. Mais l'élément majeur est aussi de se dire je veux être utile, je veux me sentir utile. Et donc avoir une activité professionnelle concrète est une manière aussi de se sentir utile. Et là encore, de continuer à rencontrer des gens. Un mot très rapide pour conclure, Serge Guérin. Vous avez dit la loi, ça marche pour augmenter le taux d'emploi des seniors. Quelle mesure, une mesure par exemple que pourrait prendre le gouvernement pour continuer d'augmenter ce taux d'emploi des seniors ? Alors, il faut admettre que sur ce côté-là, la ministre actuelle est plutôt extrêmement tonique. Et par exemple, il y a une campagne et ainsi de suite, plutôt bien faite. Voilà. Donc c'est d'abord travailler sur les représentations, travailler sur les imaginaires, continuer, je dirais, à montrer. En fait, vous savez, on parle des jeunes à haut potentiel. Et c'est très bien, heureusement qu'il y en a. Je suis prof à l'INSEC dans une école de commerce, j'en ai. Mais il y a aussi des seniors à haut potentiel. Une certaine manière de montrer des femmes et des hommes qui à des âges relativement avancés, mais finalement très jeunes, 60 ans, 65 ans, plus encore, font des activités professionnelles où elles se sentent heureuses et où elles sont utiles pour les autres. Je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer sur les imaginaires. C'était passionnant, merci beaucoup. Merci à vous Serge Guérin et très bonne journée. Je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation de la société.